Ah ouais? Bon. Pour la fermeture, je conduisais le camion qui rangeait. J'étais un temps, j'ai fermé le camion. Alors, déjà, je dirais que la moitié du premier rang, si ce n'est les trois quarts, il manque. Où est-ce qu'il est, Olivier? Il s'est planqué. Il est derrière lui. Ah, il faut que tu te mettes devant, parce que je peux dire que la moitié du premier rang a fait l'histoire, donc avec Antoine, je vais pouvoir vous solliciter. Non, non, mais je vais. Mets-toi là, mets-toi là. Mets-toi là. L'idéal, quand il y a des questions. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Callisto, qui est une histoire très Apple II. Personnellement, j'ai grandi à la Teste de Buch, non loin d'ici. Je suis né à Bagnères-de-Bigorre. Une grosse partie de ma famille est d'à côté des Hauzes. Donc, on est dans les régionaux de l'étape. Et comme beaucoup d'entre nous, j'ai découvert l'Apple II à la fin des années 70. Et je dis sauf pour les enfants de ceux d'entre nous qui ont découvert l'Apple II à cause de leur vieux père. Merci Nicolas. Et ma foi, je crois que ça a changé ma vie, comme ça a sans doute changé la vie de la plupart d'entre nous. L'Apple II, c'était pour tous ceux d'entre nous qui n'étaient pas dans une grande ville déjà accès au monde, puisque avec tous les camarades avec lesquels on était connectés, à échanger quelques disquettes pédagogiques, n'est-ce pas? Puis après quelques lignes de code plus sympathiques, on a découvert tout ce qui se passait dans la Silicon Valley, dans l'ensemble du monde. Et finalement, pour ce qui me concerne, ça, plus l'expérience des jeux vidéo, ça m'a sans doute désinhibé sur ce qu'on pouvait espérer et pouvoir faire. Je pense que Elon Musk, que vous connaissez tous, qui a dit qu'il devait toutes ses innovations aux jeux vidéo, parce que le jeu vidéo lui avait donné le sentiment que tout était possible. Donc, je vous raconte peut-être un peu, si vous voulez, ce que je fais aujourd'hui, mais fondamentalement, c'est un truc très profond, c'est qu'en jouant aux jeux vidéo, on a toujours un chemin, et même s'il n'est pas très facile, rétrospectivement, quand on rejoue aux jeux des années 70-80, il n'était pas facile, le chemin toujours à trouver, mais dans l'absolu, il était toujours là, et donc c'était sympathique de pouvoir le trouver. Donc moi, j'ai grandi à Arcachon, à la Teste de Buch. J'ai commencé à jouer à 6-7 ans, donc c'était 76-77. Et j'ai eu le plaisir de découvrir beaucoup de jeux, puis commencer, comme beaucoup d'entre nous, à programmer en BASIC, puis après en Sim 502, essayer toutes sortes de choses, du Lisp au Pascal au C. Assez vite, je me suis aperçu que j'étais bien moins doué que des gens brillantissimes comme messieurs Olivier en particulier, c'était mon modèle. Et chaque fois que tu faisais des démos, des choses, je regardais ça avec une admiration sans borne. Donc, je ne vais pas vous raconter ma vie d'adolescent parce que c'était la même que la vôtre, à programmer, à coder, à essayer de faire plein de choses. Peut-être que je vous raconte un peu plus comment est né Callisto. Au fond, au début, c'était une autre aventure qui s'appelait Brainsoft. Et c'était l'idée de réinventer la façon dont on faisait des jeux vidéo. On était tous passionnés de ce qui se passait chez Electronic Arts, chez Broderbund, chez Sierra, chez plein de créateurs de jeux américains. On s'est dit, on était très inspirés par tous ceux qui ont créé des jeux, dont Jean-Louis Le Breton et tous les jeux d'aventure qui sont nés de son imagination fertile, des rencontres magnifiques comme avec Jérôme Créteau, dont je vais reparler dans quelques minutes. Et on s'est dit, pourquoi pas faire des choses sympathiques sur l'Apple II. Il se trouve qu'à Arcachon, à côté de chez moi, il y avait un des responsables d'Apple, qui s'appelait Jean Calmont, qui était le bras droit de Jean-Louis Gasset et qui avait dirigé Apple France, qui était à l'époque un des responsables d'Apple Europe, qui était à l'époque, avant que ce soit déménagé à Londres par Pascal Cagny à Paris. Et j'ai fait le siège de sa maison en disant, voilà, j'ai un groupe de copains, on allait à toutes les démos parties un peu partout en France, on se retrouvait régulièrement et on s'était dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure avec un très bon ami qui s'appelle Louis Van Prosdy, qui s'appelait Tagmenta à l'époque, qui a une mobilité réduite, donc je sais qu'il aurait aimé être des nôtres aujourd'hui. Donc Philippe, qui est présent ici, et quelques-uns d'entre nous, on est parti dans l'idée de créer un studio de jeu. On était très fan de l'Apple IIgs, on voyait le Mac de très loin, mais à cette conversation avec Jean Calmont, qui a fini par ouvrir au mec de 2 mètres qui tournait autour de sa maison en pleine vacances, au bout d'1 heure et demie, il aurait pu appeler la police, il a plutôt décidé d'ouvrir la porte. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Je la fais très courte, mais en gros, la conversation s'est engagée et il nous annonçait que Apple lançait des Mac pas chers, Mac LC, Mac classiques, et qu'il y avait peut-être une opportunité pour des développeurs d'appli grand public, puisque ça les intéressait de faire des jeux et des logiciels pédagogiques pour ce nouveau public qu'à l'époque John Sculley voulait reconquérir. Et donc Apple nous a prêté de très belles machines, assez chères, parce que le Mac 2 à l'époque, je ne sais même pas combien ça coûterait aujourd'hui, mais un équivalent de l'époque c'était du 10 000 € facile. Donc ils nous ont prêté à peu près pour... ils nous ont prêté combien de machines, je ne sais plus, mais 7-8 machines
nous avait prêté, donc un groupe de copains de 18-19 ans, c'était assez sympa. Moi j'avais LC2. T'avais LC2, ouais. LC2, ouais. Donc on s'est retrouvés, alors c'est juste avant en fait, je parle de Brainsoft avant, donc on s'est retrouvé avec Philippe et quelques autres dans une maison un peu en très mauvais état, un peu délabrée, d'Arcachon. Et on s'est retrouvés un été à faire plein de démos, à coder, à faire des choses un peu de toute nature, suffisamment en tout cas pour impressionner suffisamment à Apple, pour qu'ils aient envie de vraiment nous aider en nous amenant plus de soutien, avec du soutien pour le développement et du soutien pour les machines. Et au même moment, donc le projet ne s'appelait pas Callisto, ça s'appelait Brainsoft, on était parti sur l'idée de faire une coopérative. On était très dans l'idée qu'on était combien, 8, 7, je ne sais plus. 7. Je me tourne vers mes aides-mémoires. Donc on était 7, on était tous à part égale, et on voulait vraiment faire une coopérative, c'est-à-dire qu'on décidait absolument tout à la majorité absolue. Des pizzas qu'on allait manger le soir, on codait, jusqu'à l'orientation qu'on voulait. Au bout d'un moment, on a eu un vrai schisme, c'était très compliqué à gérer à la fin de l'été. Et douloureux parce que c'était des amis proches, ça faisait, même si on se connaissait physiquement depuis 2-3 ans, qu'on s'était rencontrés dans le démo party, c'est vrai qu'on se connaissait depuis 7, 8, 9, 10 ans, on s'est échangé beaucoup de logiciels pédagogiques, et on collait les uns avec les autres. C'était le temps de RTL, souvenez-vous, et de tout un tas d'autres AG, de logiciels et tout ça. Mais donc on a décidé de se séparer, nos camarades qui sont partis ont créé une société qui s'appelait Brainstorm, avec l'idée de se concentrer beaucoup sur l'Apple2GS. Nous, on est parti dans l'idée qu'il c'était pas intéressant de aussi considérer le Mac. Souvenez-vous le schisme terrible auquel nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre. Donc là, pour ce choix cornélien, on est parti, Philippe et moi, plus sur le Mac. Et puis au gré des rencontres, moi je suis parti à Bordeaux faire un IUT informatique après, à ce moment-là. J'ai eu le plaisir de rencontrer tout un tas de gens très, très talentueux. Stéphane, tu étais la première personne avec qui on a commencé à travailler. Voilà, tu veux pas venir maintenant que je parle de toi? Ouais. Donc Stéphane. Premier employé. Présente-toi. Alors Stéphane, alors moi je suis bordelais. Donc je suis bordelais et donc moi pareil, j'ai changé beaucoup de logiciels pédagogiques avec des amis à Dijon, etc. Alors moi je code pas, je suis pas codé, je suis un peu un usurpateur, là je dessine un peu. Tu décolles. Et donc je faisais beaucoup de dessins et des pages de garde pour certains créateurs de logiciels pédagogiques. Et sur Bordeaux, il y avait une petite cellule. On avait réussi, grâce au groupe pédagogique de Dijon, à avoir des Apple2GS pas très chers. Groupe folklorique. Voilà, le groupe folklorique de Dijon, à avoir des Apple2GS pour 1000 francs. 1000 francs, ouais, à la FNAC. Ouais, voilà, qui étaient des refurbs, je pense. De la FNAC. Voilà. Et grâce à ça, j'ai monté sur la cellule de Bordeaux où il y avait Hubert Albert, un espagnol talentueux qui codait, et pour lequel j'ai fait 2-3 graves gentiment, ça m'a valu une carte son pour mon budget, etc. Alors juste pour rappeler, donc je prends le micro, mais donc Hubert avait fait un logiciel un son tracker qui s'appelait Soundsmith sur Apple2GS, et moi j'avais connu Hubert, et il y avait une autre personne qui s'appelait Thierry Méchin, on avait créé le French United Network, le FUN, et on œuvrait à la promotion, toujours dans l'œuvre pédagogique, de la musique auprès des plus jeunes et des plus anciens. Pour situer le contexte. Et donc j'ai été amené à rencontrer Nicolas. Et quand il a eu besoin d'un graphiste parce qu'il y avait un autre usurpateur qui était plusieurs avant. Bon, enfin bref. Ça montre la culture du jeu vidéo. À l'époque, je vous conseille, regardez les jaquettes des jeux vidéo. C'est très parlant, tout le monde se repompe tout. Voilà, donc il y a des affiches de cinéma éhontées sur des logiciels de jeu, donc tout le monde faisait à peu près ça. Et puis donc on a commencé avec Pick and Buy. Ouais. Voilà, donc en fait, donc juste pour raconter cette histoire, au début, avant de commencer à créer notre propre jeu, les deux idées de base de Callisto, si je peux en parler a posteriori, c'était que le jeu vidéo allait devenir une activité importante de l'humanité. À l'époque, juste pour vous donner des chiffres, c'était un marché de 120 millions d'euros, aujourd'hui c'est un marché de 130 milliards d'euros. Donc là-dessus, on ne s'est pas trop trompé. Et puis on avait le sentiment que dès lors, et un peu c'était la genèse de nos réflexions, la plus de codeurs et notamment des combats d'Olivier et de tout le groupe FTA, mais c'est vrai qu'on se disait qu'au fond, peut-être que le No Tools avait certaines vertus, mais peut-être qu'avoir des outils, c'était pas intéressant. Et donc une des idées était de voir dans quelle mesure on pouvait aussi travailler différemment la création de jeux, essayer de capitaliser sur le talent qu'on avait vu naître dans les démos,
et puis d'essayer d'organiser peut-être les process de développement de manière un petit peu plus réutilisable. Donc on est parti là-dessus, mais avant de créer nos propres jeux, d'abord on n'avait pas forcément les moyens, Un peu d'argent. on s'est dit on va commencer par faire de la prestation et développer des jeux pour d'autres. Et je vais repasser le micro à Stéphane qui vous parle un peu de Pick and Pile, mais en gros, il se trouve que j'avais rencontré un cousin germain du patron d'Ubisoft, donc, qui s'appelait Jean-Michel de Toc, que j'ai croisé dans mes études bordelaises, et qui n'était pas du tout dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, il est le patron d'Ubisoft USA. Pas du tout. Et il me dit, ah, jeux vidéo, il y a des trucs à faire, etc. Et on est parti dans l'idée de convaincre Ubisoft de nous confier le développement des jeux, de jeux sur Mac. Alors, une des choses fascinantes, et je veux raconter après Philippe, il faudra que tu viennes aussi, Philippe, sur scène, non? Tu veux pas? Je vais laisser la place à Stéphane pour D'accord. l'instant. Mais avant, voilà, tu vas raconter des grosses horreurs. Mais pour financer ne serait-ce que le développement de jeux, on s'est dit qu'on allait faire des choses sérieuses. D'ailleurs, on avait pensé que la boîte ne s'appelait pas Callisto, ça s'appelait Atreides Concept, qui venait de notre passion pour Dune et de la science-fiction, de la famille des Atreides. Et Callisto, c'était la marque qu'on a créée dès le début pour faire le jeu. Mais le premier contrat d'Atreides Concept, donc la boîte, c'est un contrat que Philippe, qui était donc mon associé et qui s'est lancé dans la prospection active, notamment auprès des conférences développeurs d'Apple. Il y avait des JDD, une journée des développeurs, et tu as rencontré le directeur informatique de la DGA. Et tu l'as convaincu que nous, entreprises qui ont décidé de faire le jeu vidéo, on pouvait faire le logiciel de gestion du parc informatique de la DGA. On avait déjà plus d'un an d'existence. C'est vrai, mais c'était le premier gros contrat qu'on a lancé. C'est juste incroyable. Et c'est complètement improbable qu'on ait réussi à les convaincre, donc ça montre ton talent déjà, mais voilà. Et donc on est parti pour faire ce logiciel-là. Ça nous donnait les moyens de démarrer, et là je vais repasser le micro à Stéphane qui nous raconte notre première prestation. Oui, alors sans locaux. Sans locaux. Sans locaux, donc je travaillais dans chez lycée informatique. Ouais, c'est ça. Donc qui était sur les électroniques. Et donc je séchais les cours de BTS. Et j'allais squatter leur machine. On squattait un concessionnaire Apple. Ouais, c'est ça. Et au bout d'un moment, c'était un peu énervé pour le fait qu'on soit là un peu. Oui, tout le temps. Voilà, parce que dès le matin, j'arrivais, je mettais mon studio 8 de ma cassette, il ne me demandait rien, et puis je refaisais toutes les boules de Pick and Pile, machin. Ça a commencé comme ça, jusqu'à ce qu'on déménage vraisemblablement quand même sur les électroniques. Voilà, 29. Voilà, là c'était plutôt cool. Là, on s'est déjà structuré, tu avais un bureau, une grande cage d'escalier. C'était un ancien. Un appartement? Non, c'était un ancien salon de massage. C'est un salon de massage. Avec la lampe. Le loyer était pas cher. C'était très rouge. Oui. Il y avait beaucoup de rouge. C'était très rouge. Il y a des clients qui rappelaient tous les ans. Ah oui. Non. Si, le numéro de téléphone n'avait pas changé. Donc, il y en avait quelques. Tu l'as mis où ta vidéo après Donc la boîte a eu des fonds. Voilà. En continuant l'activité. Il y avait une partie habillement aussi. Il n'y avait pas un stock d'habillement? Ah oui, on avait une Vestal. Oui, j'avais convaincu, absolument, tout à fait. J'avais convaincu un magasin de Besançon, ce qui était pratique, puisqu'on était en Bordeaux, à peine en 12 heures de route, on avait développé un logiciel d'habillement, voilà. Pour gérer les stocks de magasins. J'avais fait toutes les icônes sur Mac. 4D, c'était sous 4D. Rétrospectivement, tu vendais vraiment n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Maintenant, notre obsession, c'était d'aller faire des jeux. Maintenant, voilà, on n'est pas de capitaux. Il fallait manger. Apple nous prêtait du matériel, donc ça nous permettait d'avoir une machine, mais on ne se payait pas, on était tous. Donc c'était pas simple. Philippe, tu as rajouté des moments sur cette période héroïque que tu as vécu? Le premier chèque d'Ubisoft. Ah oui. Tu te souviens? Oui, mais je te redonne le micro, mais maintenant, faut que tu me racontes. Premier, t'en vas pas, Steph? Premier chèque d'Ubisoft, donc on a signé le contrat, le portage. Le portage, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le portage de Pick and Pile qui venait d'atterrir. On a parlé tout à l'heure avec. Quelle année demande 91. 91. Ouais, ça paraît. C'est un autre militaire. On signe le contrat pour faire la transposition sur le Mac, sur Apple 2GS et aussi sur Apple II. Ah bah ouais, on t'a fait. Un truc qui paraît incroyable, on en parlait tout à l'heure avec Olivier. Moi, j'ai jamais vu ça. Et donc effectivement, on a lancé ce premier projet de portage en mode un peu industriel. L'idée, c'est de faire des bibliothèques de logiciels. Donc on commence, et puis on avait le premier chèque qui était promis à la version alpha. La version alpha, on l'envoie sur les 3 plateformes. Et puis rien. Et puis rien.
Et puis, rien. Bref, un matin, on se lève avec Nicolas, on se dit, ça fait bien. Ok. À la fin de la journée, on a rempli le coffre de ma Mazda 323 qui avait déjà 250 000 km environ d'un PC, d'un Mac, sur PC aussi, on l'a fait. Le PC, sur le Mac et un Apple GS. Ils n'avaient pas de machine pour tester la version. On met ça dans le code à la bagnole, on conduit toute la nuit, on arrive au petit matin à Montreuil, au siège d'Ubisoft aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un truc, d'immense blocos en briques. À l'époque, c'était petit boui-boui. Aujourd'hui, enfin, tout Ubisoft tient dans ce qui était à l'époque. Aujourd'hui, c'est la salle de gym d'Ubisoft. Donc, mais à l'époque, c'était sportif. Ils étaient 30-40 personnes. Et on arrive au petit matin avec Gloire, on a conduit toute la nuit, on a les yeux comme ça, parce que c'était pas très confortable comme bagnole. Et puis, voilà, c'est pas bonjour, on a rendez-vous avec Yves. Ah bon ouais, on a rendez-vous avec Yves. Où est la salle de réunion C'est en haut, là, je vous ai accompagné. Dans la voiture, on prend les 3 PC Macintosh et Apple GS, on monte dans la salle de réunion, on monte nos 3 machines. Et là, vous pouvez appeler Yves maintenant, parce qu'on a rendez-vous avec lui maintenant, on va être là. En fait, il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec nous, mais nous, on avait rendez-vous avec lui. Et quand il est rentré dans la pièce, on avait les 3 machines qui tournaient, avec les 3 versions qui tournaient, puis qu'elle parlait, bon, Stéphane avait fait les graphismes. Et puis, salut Yves. Version alpha. Le contrat, 20 000 francs. 20 000 francs. Le premier chèque, 20 000 francs. Et je me rappelle, il est parti. Le chèque, on descend l'escalier avec Nicolas, c'était la high five du bonheur. C'était les premiers francs, pardon, dans la caisse. Et là, pour le coup, le voyage retour était infiniment plus drôle que l'aller. L'aller, on fait un peu des gueules comme ça, parce qu'en gros, stressé. Voilà. Pas de chèque, plus de boîte. Donc, voilà, petite anecdote rigolote. Puis une fois, je raconterai sur la DGA, effectivement, de Raconte. Ah non. Là, on était en univers Apple, c'était en même temps. Donc, juste pour la petite anecdote en 30 secondes, effectivement, on a vendu le logiciel de gestion de parc informatique de la Direction Générale de l'Armement français. Bon, on avait 12 mois d'existence. 2 types de 20 ans. On va vous vendre un truc, d'ailleurs ça va être super, on va faire des étiquettes et des codes barres, ça va être des petites étiquettes portables, des ordinateurs portables, des douchettes électroniques, des lasers. Combien de temps a été utilisé? Combien ça a été utilisé? Combien de temps? Je pense pas très longtemps. On a été payé. On sait pas, on l'a livré, il marchait, on a été payé. Mais ils en étaient absolument ravis. Ce qui est intéressant, c'est le fait ce qu'on a créé, c'était rien d'autre que mettre des briques qui venaient juste de sortir, les codes barres. Avec les codes EAN, ça venait juste de sortir plus de caractères, on pouvait juste le faire enfin sur des ordinateurs. Les ordinateurs devenaient enfin portables. On pouvait porter un ordinateur pour la première fois. Les petites touchettes, alors c'était RS232, pas du USB, venait juste de sortir, on pouvait scanner sur un PC, sur un Apple II portable, des codes barres. Donc en fait, il y avait cette concomitance de petites briques qui devenaient disponibles. Il y avait KDE qui était une première base relationnelle du marché à l'époque. Donc en fait, toutes ces briques-là, c'était facile. On a dit, on va vous vendre un PC qui va imprimer des codes barres que vous collerez sur les écrans, sur les claviers, sur les unités centrales, sur la porte du bureau, et puis vous allez passer avec vos petites touchettes de votre PC portable, vous scannez le code barre du bureau, et vous savez ce qu'il y a comme PC dedans. Et vous allez sur chaque PC, vous pouvez scanner chaque élément. Comme ça, vous savez où est votre matériel. J'ai trouvé ça fantastique. D'une idée, on a vendu l'idée, on a signé un contrat, et ils ont mis ça en place. Pour l'anecdote, ça c'était en 92, je crois, 91. 92, j'étais plus là. J'ai pas resté trop longtemps. Donc c'était ces époques-là. En 2008, je suis dans mon bureau d'une banque allemande. Donc c'est un passeport. 2008, je suis dans mon bureau d'une banque allemande, puis j'ai un informaticien qui a tout là, qui porte, je suis vous aider. Puis il m'explique que je lui mets des codes barres sur votre écran, sur votre PC. Vous comprenez, c'est un logiciel, ça va gérer le parc informatique de la banque. Moderne. Ceci, la banque d'après dans laquelle j'ai travaillé, quand j'ai retourné mon laptop, un jour j'arrive, mon laptop, tout bizarre, je le retourne, et il y avait un sticker en blanc. Quelqu'un avait écrit au feutre un numéro de référence, un gros marqueur, un BGP. On peut faire pas d'effort, on aurait pu le prendre un peu plus souvent. Pas le même niveau. Donc effectivement, c'était des années assez marrantes où finalement on a eu un peu de toupet, on a fait des trucs rigolos. Et ça a continué par la suite. J'ai pris un peu d'autre chemin,
Bah après, oui, l'histoire, il y a des histoires qui ont continué. Stéphane, tu nous as quittés. Philippe, tu as décidé de continuer des études sérieuses. Je voulais explorer le monde bancaire, ce que j'ai fait, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais en tout cas, ça m'a permis de rigoler à certains jours de 2008. Technicien qui m'a expliqué à quoi servait les codes barres sur une interface de mon PC. Voilà. Bon, j'en passe le micro. Merci Philippe. Bah, Stéphane, toute la partie 2D. Parce que je peux montrer, j'ai avancé un peu partout sur Internet, mais j'ai peut-être pas sorti tous les jeux qu'on avait à l'époque. Mais quelques-uns. donc ça, c'était le premier logo d'Atreides, vous voyez, c'était pas très original, on voit bien que c'était des codeurs qui... voilà, donc on avait Atreides avec qui on pouvait travailler avec la DGA, et puis évidemment Callisto, c'était plus pour faire les jeux. Alors, ça, vous avez beaucoup de prestations. Je voulais montrer ça là parce que c'est Stéphane qui a fait les images. Moi, je pense que c'est un logiciel qui a marqué, mais je sais qu'il y a. Voilà, donc ça, c'était la musique de Moby à El Mobo. Rétrovision vous propose des activités du parapente. Sport peu répandu et par ricochet très peu répandu dans les jeux vidéo. Mis à part le très célèbre Pilot Wings. Mais combien y a-t-il de jeux vidéo traitant... Je sais pas ce qu'ils vont dire sur le commentaire, mais... Pas des masses. Couper le son avant. Et pourtant, nous vous proposons la chronique de Paragliding sur Amiga, qui est sortie sur... C'est dommage, ça avait l'air pas mal comme commentaire. Ouais. Alors voilà, donc c'était une magnifique réussite. Allez chercher tout du clavier. C'est ça. Bon, c'était pas très glorieux, mais ça nous apprenait le métier, ça nous a permis de démarrer. Stéphane et toute l'équipe qui se constitue petit à petit, donc il y avait des camarades. Je sais pas, à l'époque, on échangeait avec Olivier, avec d'autres, avec Cyril. Combien de ventes? Combien de vues? Alors ça, on est... je pense que c'est proportionnel, il n'y a pas de problème. T'as reloadé la plage tout à l'heure, c'est ça? Non mais, ça nous permettait de faire tourner la boutique, mais il y avait des 3 idées sympas. Regardez la magnifique. Fred avait fait un magnifique travail avec la 3D. Je suis pas responsable du game design, mais. Ah, ça y est. Mais bon. Voilà, bon, Il bref, fallait bien avoir quelque chose. ça nous a permis de démarrer. On a fait plein de petits développements. C'est le seul jeu et unique jeu de parapente. Oui. Il n'y en a plus jamais. Il avait d'ailleurs été labellisé par la Fédération française de parapente. Comme quoi. On va l'exposer sur la. Ouais. Je sens qu'il va rater son coup. Ouais, je pense, voilà. Non, et c'était très très dur en fait. Le truc était très dur, et je crois qu'il y avait des fanions à rattraper, c'est pour ça que des fois il fait un espèce de mouvement comme ça. Il me semble qu'il y a des fanions à rattraper de temps en temps. Voilà. Et ouais, c'était super dur, il y avait vraiment la gestion des courants, et puis surtout, là c'est des graphes, je sais pas d'où il y a ça, mais c'était super limité, je vous conseille la version CGA, avec un ciel mauve magnifique. Voilà. Mais bon, voilà, il fallait se faire la main, on a bien été doté dans le titre. Ah oui, voilà, on a une bonne note dans le titre. Donc, moi, j'essaie plus ou moins, alors, Philippe qui est parti, parce qu'il y a ses enfants juste à côté, mais qui est parti faire ses études, moi, je continue plus ou moins, donc j'étais dans une unité informatique à Bordeaux, mais c'était une opportunité de rencontrer plein de gens talentueux, et donc, effectivement, super Cyril, on s'était rencontrés par Olivier Zardini, donc ça connecte avec Antoine, donc ça, c'est un petit univers, mais Moby, Falak Mott, et plein de gens, Daniel Président, Joël Suisse, il y a plein des premiers membres de l'équipe, c'était... Oula, zap, fais attention. Ça va être sale là bientôt. J'ai pas bien compris pourquoi l'enchaînement de cette vidéo après le parapente. Et bon, bref, voilà, l'équipe commence à un peu s'étoffer. Je vais montrer un reportage d'époque. Alors, c'est François, c'est FR3 qui fait. Donc, soyez indulgents, mais c'est un vrai beau reportage d'époque qui raconte en 92 comment c'était. Elle s'appelle Atreides Callisto, c'est l'objet d'un reportage, service compris. C'est bien. Donc là, ça fait 2 ans qu'on existe. C'est pas une parodie des nuls. Elle est sortie, c'est là. C'est la dernière chose que j'ai fait. Pour concevoir un jeu, on peut vraiment l'idée. Donc ça, c'est Jérôme Créton qui était patron de développement de... Sur les rayons dans les magasins, il
provoquer une période d'inattement. C'était le plus âgé d'entre nous. Et le plus talentueux. La durée de vie du jeu, on a vu une quinzaine, en principe, de personnes intervenues. La naissance d'un jeu, c'est d'abord l'idée qui émane principalement du service marketing qui lui connaît parfaitement les produits de la concurrence, les produits à la mode, qui va émettre une idée. C'est l'idée de départ du produit. À ce moment-là, on fait une réunion, un petit brainstorming, et tout le monde essaye de creuser avec ses idées personnelles, ses apports personnels, pour faire mûrir un petit peu l'idée. Pourquoi Fred Moi, Et de la merde qui était là. Il y a 3 catégories de créateurs. Vous avez le dessinateur, mon bureau. avec des éléments artistiques, graphiques, logiciels. Vous avez le musicien, qui est musique d'ambiance, brutal, matériel logiciel. Et puis derrière, vous avez le programmeur, c'est-à-dire celui qui vraiment va écrire le jeu. Regardez le mobilier luxueux que vous avez. Yo-yo. Ouais. A fortiori, je suis d'accord avec mon collègue. Alors, la moyenne d'âge chez Callisto, de tous les créateurs, qu'ils soient musiciens, graphistes ou concepteurs de jeux, doit se situer aux alentours de 22 ans. Mais surtout, ne croyez pas que leur jeune âge cache une incompétence technique. Ce sont des gens très professionnels dans leur démarche et dans leur réalisation. Une équipe professionnelle au service du particulier. Donc au début on crée beaucoup de jeux d'action, action-réflexion. Au fur et à mesure de nos avancées, on a lancé ces On fait projets-là. pour l'instant 3 jeux qui sont Scout, Tinies et Cogito. The Tinies, c'est un jeu de réflexion où le joueur a 100 problèmes à résoudre pour arriver à la fin de son jeu. Alors il n'y a aucun esprit de compétition, il n'y a aucune violence, il n'y a aucun problème de rapidité. Il s'agit simplement de réfléchir et de s'amuser parce que les bruitages sont amusants, les mimiques des personnages sont amusants. Scout, c'est un jeu qui va se dérouler dans l'espace, qui est un environnement du jeu vidéo traditionnel. Alors là, il y a un petit peu plus de mouvement, il y a un peu plus de rythme, il y a des munitions, il y a des explosions, il y a des choses comme ça. Mais le but est toujours une astuce de réfléchir pour aller au tableau suivant. Il y a aussi Cogito. Alors là, qui est purement et simplement le jeu de réflexion à l'état pur. Ça se destine principalement aux gens qui aiment jouer l'intelligent, une fois de plus, parce que il faut vaincre personne, si ce n'est la machine, qui vous lance des défis en permanence. C'est un simulateur. C'était le début d'Eric qui jouait avant dessus, avant Darkers. La particularité des jeux que nous créons, c'est premièrement une qualité graphique. Je refais tes graphes en fait. Ce qui est génial, c'est Il fallait un acteur, c'était 322 200 ce coup-là, super pixelisé. Nous oblige à aller techniquement très loin dans la technologie du jeu qui est la deuxième voie sur laquelle nous faisons des progrès et nous avançons très très fort, c'est sur le son et la musique. Nous avons créé des musiques synthétiques composées par de vrais musiciens et jouées par des machines qui ont des qualités sonores que personne ne soupçonnait. Vous avez vu, ce sont de très jeunes gens, le PDG n'a que 21 ans, la moyenne d'âge est... Donc, voilà, alors, au fur et à mesure qu'on avançait, notre équipe s'est offert avec des personnes extrêmement talentueuses. Donc, Cyril Fontaine, Olivier Balimètre, Olivier Gogel, qui, malgré les affres militaires,
a réussi à nous accompagner à partir de cette période-là et à terminer l'essentiel de ses Il n'en est pas sorti. Hein. Ah non, il reste toujours avec il y a encore un peu. Maintenant, j'assume ça. Donc, à l'époque, 92, on était quoi? On était une quinzaine, je pense, à peu près. Puis bon, on a continué à développer des jeux, on est allé de plus en plus dans des jeux plus ambitieux. Assez vite, on était très inspiré par les consoles de jeux. Je me souviens d'un fameux moment à Dijon, dans un garage, où on regardait la Super Nintendo qui avait le même processeur que l'Apple IIgs. Donc ça nous inspirait d'essayer de trouver des idées, des choses à faire. Il y a une autre rencontre, des rencontres importantes. Donc Olivier et Olivier qui ont décidé de s'impliquer dans la boîte, c'était un moment important et très fort. Cyril, ton talent du game design, la création, ça s'est beaucoup catalysé autour de Fear of the Furries, qui est un jeu qui avait été fait par un créateur incroyable qui s'appelle Sébastien Vlore, qui est aujourd'hui patron d'un studio à Bordeaux qui s'appelle Azogo. Et c'est en traversant, pour faire la promotion de différents jeux, je fais la promotion d'un jeu de combat qu'on a fait qui s'appelait Savage Warriors, qui était un jeu de baston. Et j'étais allé dans un magazine qui s'appelle Génération 4 à l'époque. Et j'avais montré un peu ce jeu, et sur un PC, il y avait un jeu absolument très laid visuellement, avec une boule qui s'accrochait et qui pendouillait partout. Et en parlant aujourd'hui, c'était Didier Latil. Il me dit c'est un codeur à côté d'Albi qui a fait ça, qui s'appelle Sébastien Vlore. Il a créé ça, il a présenté à tous les éditeurs, il n'y en a aucun qui l'a voulu. Alors moi j'étais complètement hypnotisé par ça, je commence à jouer avec le jeu, c'est une jouabilité mais totale, parfaite, un truc incroyable. Je crois que c'est un jeudi. Je rentre, je crois que je t'appelle Cyril, et je dis il y a un truc absolument fabuleux, il faut absolument qu'on aille voir ça. En même temps, ça s'appelait le jeu de la boule. C'est un esprit mal foutu avec ce mais après, on a compris pourquoi les gens n'avaient pas acheté. Le jeu de la boule, c'est dur à placer quand même. Mais bon, le lendemain, on part de Bordeaux, on s'est installé après à Albi. J'ai vu les trois, il y avait Lionel Brani, je crois. Il y avait Lionel, oui, toi et moi. Toi, on part et on rencontre Sébastien, qui est un garçon incroyable, créatif, qui nous présente ce jeu. Et on trouve ça vraiment génial. Je lui propose de travailler avec nous. On se met d'accord pendant le week-end. À l'époque, c'était des téléphones et des fax. Et le lundi, il démarre chez nous. Et on commence à adapter autour de ce jeu. Donc, Stéphane avait travaillé sur des personnages, des boules poilues, qui s'appelaient donc les Brénises. Les Brénises à l'époque. Absolument. On a changé de nom. Après, on a vendu ça à l'Oricien. C'était Tanis Week. C'était un vrai bordel. On ne savait pas. On descend tous les sens. Il y a un caisse. Mais le jeu était top. Donc on a repris les personnages avec ces boules et on a fait ce jeu. J'ai pas montré Cogito parce qu'on l'a vu, mais on était aussi. Ah merde, j'ai même pas la sortie. Si, t'as fait autre chose. Je crois l'avoir. Celui-là, c'est ton deuxième jeu. Non, je l'ai ou non? Ah si, pardon, pour moi. Voilà. Et donc ça a été un premier vraiment très bon jeu. Ouais, avec une intro de folle. Elle est un peu accélérée. Elle est un peu accélérée. Non, elle est pas accélérée. Fin. Ça par contre, je peux pas accélérer. Non, ça dure. Bon, le jeu, c'est un jeu de plateforme, c'est un des premiers jeux d'action vraiment qu'on faisait. Après, on fait des jeux d'action avec fiction. Et moi, je l'ai mis en. Si en plus, ils ont toutes les options. Avec la musique de Moby et. Oui, pardon, excusez-moi, je montrais les J'avance. Le jeu après. C'est un jeu de plateforme, il fallait dépasser des petites boules. Jeu très très agréable à jouer, avec différentes capacités qui permettaient aux personnages de se transformer, soit en tireurs, ils pouvaient s'accrocher à une corde, soit ils pouvaient creuser la terre. Et il fallait combiner, on a toujours souhaité un peu action-réflexion quand même. Et bref, le jeu a eu beaucoup de succès. Et on a fait une version effectivement Super Nintendo pour la console Nintendo 16 bits de l'époque. Et on a eu la chance de, alors je raconte l'histoire vite, on a eu la chance de convaincre Namco, les créateurs de Pac-Man, de transformer ça dans un jeu Pac-Man. On a fait un contrat avec Namco, c'était en 93-94. Cyril, tu veux en parler un peu de cette aventure? Alors après Olivier, moi je vous ai invité à venir, Olivier. Finalement, le jeu a été porté sur Super NES. Effectivement, à l'époque, on avait disons quelques codeurs comme Olivier qui connaissait un peu le processeur, vu que c'était le même que celui de l'Apple IIgs.
Tu viens, Olivier? Heureusement, le coprocesseur graphique était un petit peu Olivier, plus venez, sur la Super faut NES. quand même que vous soyez... Et on a porté ce jeu, alors on l'a porté sur Game Boy aussi. Ouais, alors, parlons-en de Game Boy. Sur Game Boy, il avait été porté par Gillespech. Et les graphes avaient été convertis par Marc, non, je sais plus, c'était... Non, c'était Lionel, je crois. Ouais, peut-être. Et donc le jeu sur Game Boy s'appelle Back in Time, mais est une copie du jeu PC, alors que le jeu sur Super NES, qui s'appelle Back in Time, lui est un jeu original, en fait, pas fait sur le même principe de capacité complémentaire, mais a été entièrement refait. Par contre, sur PC, sur les autres États-Unis, est sorti sous le nom de Back in Time, comme ça, voilà, qui lui est une copie du jeu PC. Bref, même moi je m'y perds assez souvent. C'est encore un bordel. C'est le bordel. Tu veux parler de la Super NES, Olivier? Ouais. Comment a-t-on rentré sur Super NES? La Super NES, donc l'avantage, c'est que c'est le même processeur que le GS 65 C816, et en fait, il y a toute une génération de développeurs de jeux qui viennent de l'Apple 2GS, parce que c'était facile de faire le pont vers Super SNES. Et donc c'est vrai que ça a été très pratique, on était tout de suite opérationnel. Donc en particulier là sur la Super NES, moi je sais que j'avais travaillé sur la corde, qui était aussi un défi à faire, comment faire une corde en raster, enfin avec des sprites alors qu'on n'a pas accès au raster. Ouais, t'as pas un seul pixel quoi. Ouais, cool. Ah ouais, on a un peu amélioré. Pour de la SNES à l'époque, on avait des bûcherons. Donc là, c'était une belle aventure, et on a fait aussi la version Mega Drive, qui était un portage... Elle est pas sortie ici? Si, elle est sortie. Donc la version Mega Drive, vu que c'était un autre processeur, on avait fait un convertisseur 65-816 68000, qui était un peu osé, mais finalement ça a bien marché, et ça a permis de faire un portage rapidement, quoi. Et en petite anecdote sur cette version-là, je me souviendrai toujours, quand on a demandé la musique du Pac-Man à Namco, donc on s'attendait à recevoir un fichier audio, et en fait on a reçu une partition papier. Et j'ai donné ça à Bobby qui tout de suite a refait la musique, et moi ça m'avait marqué. Moi j'ai plein de moments qui m'ont marqué, notamment ce salon du CES. Nous étions, je dis ça pour Nicolas, pour que tu aies des choses à raconter à ton père. Mais on était dans ce salon, on avait le grand patron de Namco, un japonais très très imposant, il avait autour de lui énormément de personnes, parce que les Japonais sont parfois très nombreux dans des réunions comme ça, donc on avait genre, je sais pas, une douzaine de personnes en face de nous. Il faisait une chaleur incroyable et on était en retard sur nos milestones. Jamais ça arrive. Jamais ça arrive. Et il y a le grand patron de Namco qui se tourne vers nous et il pose une question qui somme toute était Are we in big shit? Are we in big trouble? Est-ce qu'on est vraiment dans la merde? Et il faut savoir que Olivier avait une façon particulière de traiter l'anglais. Il était souvent, enfin systématiquement, quand on lui posait une question, il disait oui, j'ai bien compris la question. Après, il répondait. Et donc là, il y a une tension maximale, tout le monde suit à grosses gouttes. Et lui, est-ce qu'on est vraiment dans la merde? Et Olivier dit oui. J'ai bien compris la question. Non. Mais entre le oui et le non, je me souviens que j'ai cru que j'allais mourir avec le japonais. Mais voilà, donc on a fait ça. La version démo dont tu parlais, Cyril, elle a eu le... Pardon, on est en face, il faut se pousser si vous voulez. Pardon. Et donc la version Game Boy, en fait, elle a un destin particulier parce qu'elle a été notée maximum dans les ratings de Nintendo, 30 sur 30, Club Mario. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, la jouabilité est parfaite et Nintendo se réserve le droit d'éditer le jeu en direct. C'est-à-dire qu'ils disent à Namco, merci, on vous dédommage de votre intermédiation, et Nintendo travaille directement avec le développeur, à savoir Callisto. C'est-à-dire qu'il y a très peu de développeurs avec lesquels Nintendo travaille en direct. Ça a été notre chance sur cette version qui est donc sortie sur Game Boy et qui a très très bien marché. Je ne sais pas montrer l'image, elle est plus proche de la version AC que nous ici. Surtout pour des Japonais. Olivier. Pardon. Excusez-moi, bonjour. Surtout pour des Japonais. Olivier est partout dans tous les jeux que vous avez vus, d'une manière ou d'une autre, je ne me suis pas permis. Alors, oui et non, moi j'ai rejoint la boîte en mars 92, effectivement, grâce à Stéphane, qui m'a fait venir en fait pour que je puisse reprendre ses graphes à l'époque des Brainies pour l'adapter sur Mac en 256 couleurs. Et donc, ça m'a donné la chance à l'époque de pouvoir traverser le centre du monde, la Bourgogne, voilà, Dijon à l'époque, pour venir travailler à Trade Concept Callisto. Donc oui, je disais, ce que l'on ne voit pas, c'est qu'effectivement, à l'époque, des gaijin comme nous, pouvant travailler avec des Japonais, c'était assez rare, mine de rien. D'ailleurs, c'était pas Namco directement, c'est une boîte dont vous avez peut-être pas entendu parler, qui s'appelle Namcot, avec un T à la fin. C'est-à-dire qu'on travaillait directement avec les Japonais.
Et c'est vrai que, mine de rien, ça a été pour nous une grande chance. Alors c'est sûr, c'est une licence, ça tombait bien, Pac-Man, Petite Boule Ronde. On avait fait un jeu avec des boules, justement. Toujours des boules depuis, les premiers jeux. On voit quand même les fantômes, etc. Alors voilà, mine de rien, c'était plutôt assez intéressant de travailler dessus sur cette console à l'époque. Je ne sais pas trop quoi rajouter là-dessus. Il y a eu aussi une version Amiga. Non, moi j'ai une Game Gear. Il y a une version Game Gear, il n'y a pas sorti. Non, parce que Nintendo ayant décidé de faire la version Game Boy, ils nous ont interdit de la faire sur d'autres machines. J'ai la ROM, moi. Il y a également une version Amiga 32, qui est CD32. CD32. Ça est sorti. Elle est sortie. Je l'ai sous cellophane. Voilà, sous cellophane. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, on est passé assez vite, donc on parlait des portages. Alors je vais parler un petit peu de moi. Je pense avoir réalisé le jeu le plus injouable au monde. Je ne suis pas peu fier. Ça n'est pas vraiment de ma faute. Non. Je ne sais pas si à l'époque vous connaissiez Power Ranger, Populous, ce genre de jeu. Donc j'avais fait la version couleur pour Mac et en même temps on m'a confié de faire la version pour Macintosh classique, donc souvenez-vous, noir et blanc. Et c'est un jeu avec des petits personnages qui sont censés être en couleur, avec des saisons qui changent. Et donc comment distinguer les petits personnages des équipes différentes avec des petits persos qui faisaient 8 par 8 à peine en couleur, c'était facile, mais moi en noir et blanc, surtout qu'à un moment le paysage il neige beaucoup et tout, donc je vous raconte pas justement la joie et le bonheur de pouvoir jouer à ce jeu. C'est une version refaite. C'est une version refaite effectivement, à l'époque donc adaptée. J'avais trouvé l'idée de rajouter au-dessus des petits personnages un petit code graphique. Alors il y avait un petit rond, un petit triangle, une petite croix, un petit carré, tiens ça me rappelle quelque chose. Donc voilà, c'était le truc comme ça, je pense que c'est vraiment injouable. Que puis-je donc rajouter par rapport à ça? Donc je vois des choses que vous n'avez peut-être pas trop connues, pourtant qu'on fait un succès outre-Atlantique, donc Alunzer Junior Arcade Racing. Donc c'est vrai qu'en France on n'avait jamais entendu parler de ce monsieur qui était très très connu. Donc là effectivement c'était la première, je crois que c'est le premier jeu qui a été en collaboration. Nicolas, tu me corriges. Donc cette collaboration avec la période, avec Mindscape, qui est devenu Mindscape Bordeaux Studio, donc on a été racheté par le groupe Pearson à l'époque, c'est bien ça. Donc il va en parler beaucoup mieux que moi. Parce que je vais juste redonner des contextes, mais donc c'est un jeu qui a été développé par un très talentueux programmeur qui s'appelle Gabriel Rabi, qui nous avait présenté une mécanique de jeu. On était travaillé ensemble avec tout un tas de personnes, Daniel Polidor, une musique toujours de Frédéric Mott, et on voulait faire un jeu d'arcade sur Mac. Ça a été aussi le premier jeu Windows 95, donc je vais y revenir parce qu'en fait, pour parler, je vais faire une petite digression, en 92-93, développer des jeux c'est très cher, et bon, on a commencé à travailler en pas mal de prestations, consacrer nos propres jeux, et Apple nous a épaulés en 92-93 en disant on va vous accompagner, on va vous aider. Et je ne vous raconte pas la mécanique exacte, mais Apple Europe a investi dans Callisto, ce qui nous a permis d'avoir les moyens de développer tous les jeux que vous venez de voir. Ça nous a aussi permis de pérenniser une partie de l'équipe et de continuer à grandir. Donc on s'est développé à ce moment-là, tous les crédits, ça tombe très bien, Cyril, tu es là, Frédéric, avec ça. Et donc on a pu développer avec les moyens d'Apple, néanmoins même si assez vite on commence à avoir un certain succès, on a parlé de Back in Time, arrivait le CD-ROM, arrivait tout un tas d'opportunités, notamment de visuel, de manière musicale, qui était extrêmement ambitieuse. Olivier a amené, parce qu'Olivier est un talentueux, notamment créateur graphique, mais aussi homme d'image, homme de vidéo. Cyril est un game designer, mais aussi graphiste. Donc on commençait à avoir avec toute l'équipe les moyens de s'exprimer, mais ça exigeait beaucoup de financement. Il se trouve qu'on n'avait pas les moyens de financer tout seul le développement, et qu'en allant faire le tour d'investisseurs, on a rencontré les gens de Pearson, qui est un groupe anglais qui était propriétaire du Financial Times, de Penguin Books, et tout un tas d'autres groupes de médias qui avaient envie d'investir dans le multimédia, comme on disait à l'époque. Nous, on avait ce jeu-là, et en fait, ce qui les a décidés, c'est ce jeu, pour raconter l'histoire, parce que c'était un tout premier jeu Mac. On avait commencé à faire des jeux Windows 3.1 à la demande d'Apple. Apple nous avait dit, en investissant chez nous, on veut que vous soyez connectés aux autres plateformes, et que vous existiez aussi aux autres plateformes. On avait fait Cogito sur Windows 3.1, ça avait été juste l'enfer. Et quand on développait ce jeu-là, on avait commencé à travailler avec des équipes de Microsoft, que j'avais rencontrées dans un salon Macworld,
à Boston, pour être précis. Et en fait, Microsoft lançait Windows 95, qui allait devenir finalement l'OS de référence de beaucoup d'ordinateurs dans cette période de la fin de la deuxième partie des années 90. Et avoir un jeu qui présentait de manière extrêmement visuelle les performances de Windows 95 était assez intéressant. Donc on a commencé à travailler avec une équipe qui travaillait sur un truc qui s'appelait WinG, qui est devenu DirectX. Et on a co-codé aux côtés de DirectX pendant cette période de 93-94 sur 94 pour sortir ce jeu sur Mac, comme la version que vous voyez là, et une version Windows 95. Bill Gates l'a utilisé abondamment pour promouvoir Windows 95, comme c'était très visuel, ce qui nous a donné une exposition maximale. On était sur scène avec Bill Gates, les Rolling Stones, Jay Leno et toute l'équipe. Notre chef de produit délégué de Callisto auprès de Microsoft et finalement est parti de notre structure pour rejoindre Microsoft. C'est devenu un des 3 pères fondateurs de la Xbox. Donc cette histoire rejoint la grande. Voilà. Bon, c'est pour raconter quelques histoires plus corporates. Pour revenir au jeu, Olivier, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on pourrait raconter Non, par rapport à ça, c'est vrai que... Pardon, merci. C'est vrai qu'il y a des choses qui changeaient à l'époque. L'arrivée des consoles, mais vraiment de façon omniprésente. Et surtout l'arrivée de la 3D et des premières cartes graphiques. Justement, à l'époque, on avait travaillé avec NEC, justement, qui développait un microprocesseur graphique, un coprocesseur, justement, avec des cartes filles, justement, à l'époque, avec PowerVR, donc qui s'est un petit peu, qui a un petit peu disparu par la suite. Tu rigoles, aujourd'hui, c'est dans tous les iPhones, voilà, il y a une puce PowerVR, donc ça a plutôt pas mal marché pour eux. Voilà, au niveau des PC, ça a disparu, mais c'est vrai que, justement, par la suite, toute cette technologie s'est retrouvée dans les téléphones que l'on a aujourd'hui. Et donc après ce jeu-là, on a Olivier notamment a travaillé sur les premiers jeux graphiques 3D de cette puce. Et en temps réel, et également avènement de l'image de synthèse, c'est-à-dire les premières images précalculées et compagnie. Ça a commencé par les balbutiements avec le logo Callisto que j'avais animé à l'époque avec un petit logiciel de chez Pixar. J'avais animé le logo Callisto avec des typos, voilà. Et ensuite, on a commencé à faire carrément des... tu vas en parler, je pense, après. Je vois Dark Earth, justement, jeu avec des corps précalculés et avec des personnages qui sont inclus dedans, qui sont en temps réel, en 3D temps réel, à l'intérieur. Je ne sais pas si vous connaissez des jeux comme Resident Evil ou ce genre de choses qui utilisaient dans les premières versions la même technologie. Donc ça, c'est toi, ça? Voilà, les trucs que je faisais à l'époque, les intros, voilà. Alors, je peux mettre le son, c'est la musique de Fall Like Mott. Aimez bien les guitares. Ça remue plus. Donc vous voyez, oui. 3D FX, Glide. Donc déjà avec des décors un petit peu plus aboutis, déjà un petit peu plus ambitieux. Donc ça a été un jeu qui a été édité en Chine également, comme une première grosse collaboration avec la Chine. Jeu édité à l'époque par le ministère de l'électricité, je crois. Je peux dire deux mots là-dessus, voilà, parce que tu lances la porte. Donc quand on s'est adossé au Pearson, on a eu des moyens nouveaux pour l'entreprise. Moi j'ai eu un peu de sous et j'ai créé une boîte en Chine d'édition de livres pour enfants. Je vous raconterai ça si ça vous intéresse, mais c'est pas tellement le sujet. En fait j'ai édité plein de livres, Les Incollables, Père Castor. Mais effectivement, ça me donné en Chine. J'ai rencontré ce qui est devenu Lenovo. Et en fait, c'était une animation du ministère de l'électricité. C'est devenu Lenovo après. Et ils ont fait cette première collaboration avec un développeur étranger. C'était Ultimate Race qui était édité en Chine. Donc, alors, collaboration avec un Chinois qui est avec nous, qui faisait un petit peu la navette. Alors, chose assez rigolote, par exemple, sur ce jeu-là, à un endroit, c'est vrai que vous voyez, il y a des circuits divers et variés. Et c'est vrai qu'à un moment, il est venu vers nous en nous disant oui, là le jeu il n'est pas terminé. Comment ça, il n'est pas terminé? En fait, je vais vous la faire un petit peu courte, c'est que c'est vrai qu'il y avait à certains endroits là-dedans, donc c'est vrai qu'il y avait des supports divers et variés, donc je parle au niveau du sol, là on avait du macadam qui permettait d'aller à de bonne vitesse, mais il y avait des passages secrets comme dans tout bon jeu de voiture, avec des routes un petit peu démontées et tout, et il nous disait oui, là, pas finir la route, mais non, comment ça, pas finir la route? Oui, c'est parce qu'en fait, c'était une route qui était en terre,
Et ils pensaient qu'on n'avait pas encore passé le bidule par-dessus. Donc il y avait des fois des petites choses comme ça qui étaient assez particulières. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et je ne sais pas ce qu'il en est par contre au niveau des ventes au niveau de la Chine, mais c'est vrai que c'était une période de transition pour eux aussi, justement, avec l'avènement des jeux vidéo. Après, j'ai montré l'autre jeu dont parlait Olivier. Il y a une version de bande d'arcade. Il y a une bande d'arcade qu'on a fait absolument avec des gens. Aujourd'hui, le patron du développement des partenariats de Xbox, c'était le patron de cette boîte qui faisait des bornes d'arcade à base de PC. Elle y était dans le hall, non? Elle était dans le hall de Callisto. Donc à cette époque, on est. Au moment où ça c'est une version qui est sortie après, on avait fait une première version avec Olivier qui était sortie, mais il faut savoir que la puce PowerVR est équipée la Dreamcast. Donc en fait, on était un des tout premiers développeurs de la console Sega Dreamcast. C'était aussi un moment assez fort. Je ne vais pas raconter tout ce qu'on a fait, mais on a fait d'autres jeux de voitures, dans un jeu qui s'appelle Fort Wheels Thunder, on parlait avec Stéphane tout à l'heure. Mais c'était un des tout premiers jeux de voiture vraiment très très visuel, très, très impressionnant. Vous avez vu le pub pour le 5e élément, qui est un autre de nos jeux de l'époque. Mais comme le disait Olivier, on a vraiment voulu rentrer dans la 3D temps réel, qui était la chose d'Arcas aussi. Donc Olivier parlait de ces jeux-là, donc ça a été des jeux. Donc on était toujours sur le principe de développeur, c'est-à-dire qu'on avait trouvé un moyen équilibré pour se financer. On est prêt à faire des jeux originaux qu'on vendait sous licence à des éditeurs, donc Activision, Microprose, Sony, plein d'autres. Et on crée nos propres jeux, on les a lancés très loin dans le développement, ce qui nous permettait d'aller assez loin de manière créative. Et avec les technologies qu'on avait développées, on réutilisait nos moteurs pour développer des prestations. On a fait 5 éléments, Lucky Luke, on a fait SpongeBob, Jimmy Neutron, beaucoup de jeux sur PlayStation notamment. Donc ça c'est un jeu d'aventure. Tu veux en parler, Olivier? Un petit peu, oui. Merci. Donc comme je vous parlais, je vous le disais tout à l'heure, donc Darkers, gros jeu d'aventure pour nous, donc avec une grosse équipe, et effectivement des scènes cinématiques un petit peu poussées pour la première fois, des personnages calculés en images de synthèse, des personnages animés avec de la motion capture, donc ça c'est pour les scènes cinématiques, mais également dans le jeu, donc des décors entièrement en 3D, avec des personnages... Pardon. Et calculer certaines là où je travaillais après. Oui, absolument. Voilà, moi je passe en 3D aussi. On bossait sur les mêmes softs, mais pas assez de puissance de calcul pour les cinématiques qui sont venus calculer chez nous. Donc le jeu c'est un jeu post-apocalyptique, la Terre est détruite après une pluie de météores, c'est l'apocalypse. Alors l'apocalypse c'est intéressant, ça permet de réinventer des choses. On avait un univers qui était né de cette apocalypse, la Terre sombre, donc des cités... Alors étonnamment la Terre était recouverte d'une épaisse couche de nuages, sauf à quelques endroits où il y avait des trouées dans la couche de nuages avec des raies de lumière. Et là s'étaient réunis tous les survivants dans des cités qu'on appelait les Stalites, où on vénérait le soleil dieu. C'était une des cités gérées par un ordre religieux qui s'appelait les prôneurs. Et l'action du premier jeu se passe alors qu'il y a des créatures étranges dans l'ombre. Voilà, les marcheurs qui allaient de cité en cité. On avait créé toute une cosmogonie, tout un environnement très construit. Callisto, on avait investi dans une maison d'édition de livres qui s'appelait Nemo, c'est un éditeur de jeux de rôle qui s'appelait Multisim. On avait créé un atelier d'écriture pour ça des univers beaucoup plus construits. On avait des images cinématiques, comme disait Olivier, très haut niveau pour l'époque. Et on a fait cette production qui a eu un succès considérable. On a fait, je pense, à l'époque, il y a des magazines, une cinquantaine de couvertures de magazines à travers le monde. Et on a sorti ce jeu qui a eu beaucoup de succès. Je pense qu'on a juste. Alors, je profite de l'occasion justement, Nicolas, pour te présenter mes humbles excuses. Voilà, c'était, voilà, ça trotte depuis longtemps. C'est vrai qu'à l'époque, donc quand on voyait le temps qu'il fallait pour calculer une image de synthèse, même un pauvre logo ou quelque chose d'assez simple, Nicolas me disait, tu sais, avec l'avènement des cartes graphiques, un jour, on aura des rendus qui seront en temps réel, qui seront aussi beaux que ce que tu es en train de faire. Moi je me disais, mais attends, moi j'ai un pauvre logo là, qui est beau avec des reflets et tout, ça a pris 15 minutes de calcul quand même sur la machine. Elle me dit, ouais mais tu verras. Je t'ai pris pour un zozo, je tiens à te le dire en me disant, mais non, il y aura toujours un gap et tout. Et quand je vois ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, bah, je te présente mes humbles excuses parce que... Non, mais on est visionnaire ou on ne l'est pas, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même compliqué. C'est-à-dire... voilà, comme je vous disais, donc calculé sur 3DS, on avait des décors précalculés et des personnages justement qui interagissaient avec certaines parties du décor,
qui était cette fois-ci en temps réel. Alors c'est vrai qu'on est dans d'autres définitions graphiques, on est dans d'autres styles, mais par contre, hein, il y avait un mélange justement de personnages. Donc certaines animations complexes étaient faites en motion capture, ce qui était quand même assez rare à l'époque, et des choses qui étaient animées par des animateurs. Donc c'est vrai que c'était déjà pour nous un gros challenge, car c'était pas un petit jeu. C'est-à-dire un petit jeu, ce que je considère comme petit jeu entre guillemets, c'est un jeu comme Scout qu'on a fait ou ce genre de choses avec des niveaux. Là, c'était quand même déjà un autre niveau. C'était 5 ans avant, donc on avait fait voilà, un saut. Et quand je vois les dates et tout, c'est vrai que les choses passent tellement vite. Là, c'est fou. Alors après, merci. Après, les Scouts, ça avait coûté quelques dizaines de milliers d'euros. Ça, c'était un jeu qui coûtait bien plus d'1 million d'euros. Donc, c'était vraiment très difficile de faire tourner l'entreprise. Néanmoins, on a pu, grâce à l'adossement à Pearson, pouvoir terminer ce jeu. On s'est lancé sur des jeux plus 3D temps réel avec un autre jeu. Donc, Cyril, peut-être tu veux venir en parler un peu, Nightmare Creature. Hein? Oui, oui. C'est énorme, c'est alors, un jeu d'action plus violent, mais assez. C'est la 2, ça. Alors, c'est pour les jeunes. Hein. C'est un petit peu moins montillé. Donc ça c'est le 2 où effectivement on avait le fait le 1 qui avait plutôt bien marché. Et là on arrive sur PS1. PS1 c'est vraiment la première console qui, même si elle n'a pas de capacité 3D, fait de la 3D. Enfin si elle pouvait afficher des triangles, mais c'est pas vraiment une carte 3D au sens où on l'entend aujourd'hui. Et là on s'est dit, voilà, notre avenir c'est la 3D temps réel. Si on rate ça, on est mort. C'était vraiment le constat. Il a été fait en parallèle de Darker, ça a été fait après, le premier, le prédécesseur. En univers visuel très riche créé par Pascal Barret. Voilà, et déjà on fait plus les positions de caméra, les plans, les choses comme ça. Bon là c'est un peu de la cinématique. C'est un peu sombre aussi. C'est un peu sombre. Alors le jeu était très sombre, c'est un problème qu'on avait tout le temps, on n'arrivait pas à éclaircir. Mais on jouait aussi avec les problèmes techniques de l'époque, c'est qu'on ne pouvait pas afficher beaucoup de polygones, une scène était faite à maximum 2000 polygones, ce qu'aujourd'hui représente le pouce d'un personnage. Et encore un peu plus. Et là, le personnage que vous voyez, il était fait en 450 faces, triangle. Et un méga drame vidéo pour tout plaquer partout. Enfin, c'était encore l'artisanal. Mais voilà, on essayait de remplacer les problèmes techniques par de la mise en scène. Par exemple, tout se passait toujours la nuit, ce qui fait qu'on voyait jamais très loin. C'était bon enfant quand même. C'était bon enfant. On savait rien. On savait ça. Petite anecdote, la Tour Eiffel, là que vous voyez, un jour on a reçu un petit courrier où on appelle, je ne me souviens plus, de la société de gestion de la Tour Eiffel. Je ne sais pas si tu avais vu ça, tu te souviens, qui nous disait qu'en fait, il fallait leur payer l'image de la Tour Eiffel, tout simplement, parce que comme c'était la nuit, la Tour Eiffel n'est pas gratuite. Vu qu'ils ont vissé toutes les ampoules, ça leur a coûté cher, etc. Donc on a dit oui, bien sûr, pas de problème. Et puis je sais pas si on voit dans la scène suivante, on fait exploser la Tour Eiffel et quoi. Alors, une fois, c'est pour les jeunes. Voilà, mais là on commence à rentrer vraiment dans l'ère moderne. On a fait flamber Notre-Dame d'ailleurs dernièrement. Oui, on voulait faire le 3 sur Notre-Dame. Dans le 1, on fait flamber Westminster. Oui. C'est pour la culture, hein, c'est pour les jeunes. Non, c'est pour les jeunes. Ça vient, vous avez bien. Après des années à expliquer que les jeux vidéo, ça ne suscite pas la violence, c'est bien d'avoir montré que Donald Trump a raison. God of War, c'est le jeu le plus culturel qui existe. Bon, en tout cas, on se développe. Je raconte un peu l'histoire parce qu'elle a son importance, mais Callisto reprend son indépendance. Le groupe Pearson, c'est un très grand groupe. Puis on avait une cohabitation qui n'était pas toujours simple avec notre distributeur exclusif et filiale de Pearson qui s'appelait Mindscape. Et en 96-97, on décide de redevenir indépendant. Ça nous donne les moyens de notre liberté. L'entreprise se développe beaucoup, vite, peut-être trop vite a posteriori, mais c'est difficile à dire. À l'époque, on a vraiment cette course à l'armement, entre guillemets, puisqu'il faut être de plus en plus nombreux pour faire des jeux de très haute qualité. Aujourd'hui, si vous prenez un Assassin's Creed, il y a grosso modo 600 personnes qui travaillent dessus. Donc à l'époque, on faisait des jeux, même la créature, c'était une très grosse équipe, on était 50. Et donc Callisto, 96-97, on est 150 à peu près. Donc la société continue de se développer. On a été profitable pendant 10 ans, et demi, 11 ans. Et on décide de rentrer en bourse. Alors je la fais vite, j'ai plein d'autres jeux que je pourrais vous montrer, mais je vois que le temps est passé beaucoup et je veux être respectueux aussi. Enfin,
sur le coup, j'arrive à la fin du créneau. C'est bon, je peux continuer. Bon. Donc on a continué à développer, donc toujours cette stratégie de faire des jeux originaux, de développer des moteurs et des technologies qu'on réutilisait dans des jeux qu'on faisait en prestation. On a ouvert un studio à Paris qui était très spécialisé là-dessus, qui a fait une série de jeux, donc le 5e élément, Lucky Luke, sur PlayStation, tout un tas de jeux, le 5e élément, j'ai dit oui. On a aussi Inspector Gadget, on a racheté un studio à Houston au Texas et à San Francisco qui développait aussi SpongeBob, Jimmy Neutron, des licences de dessins animés. Et Pokémon presque. Et ouais. Alors ça c'est une autre histoire, c'est bien, tu es content de raconter l'histoire. Non, c'est Cyril, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est une belle histoire, on va voir à quel point on peut être très con. Donc, nous allons aux États-Unis, nous allons au Japon, pardon, Cyril, souviens-toi, et Pascal, on était un certain nombre, et on rencontre un studio de développement qui s'appelle Gameflix, et le patron adorait la mère créature, donc il demande de nous rencontrer, donc on le rencontre, et c'est tout un cérémonial, on donne nos cartes, et le gars montre une vraie gradelle de jeu, c'est un jeu, il y a des petites créatures, et il y a des combats, et est-ce que ça vous intéresse d'avoir les droits en dehors du Japon? Non, ça ne marchera pas. Comment ça s'appelle notre truc? Pokémon? Oh non. Donc, on veut dire qu'il faut être très humble dans ce métier, parce que effectivement la création est complexe et le succès est toujours très fragile. Néanmoins, notre modèle marche bien, encore une fois, ce côté création originale, prestation. Il y a tout un tas d'enjeux qui sont liés à la croissance de l'équipe, parce qu'on commence à être assez nombreux. On arrive à un pic, on a été plus de 350 personnes, donc c'est beaucoup de monde. Moi, je crois beaucoup aux jeux en ligne, et je vois aussi que c'est de plus en plus compliqué de convaincre des éditeurs de jeux de payer le prix d'une création, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à le faire pour leur propre création, mais pour des créations faites par un tiers, on n'a pas d'autre choix que s'intégrer verticalement. D'ailleurs, tous les grands éditeurs de jeux, à commencer par Ubisoft, Electronic Arts et autres, ont créé leur propre studio, ou intégré aujourd'hui, il y a beaucoup des grosses créations sont faites dans des sociétés intégrées. Et bon, moi j'ai le sentiment, parce qu'on avait vécu ça en 92-93, que devenir éditeur, ça fabriquer des boîtes, c'est pas l'opportunité. On n'est pas encore dans un moment où le téléchargement est encore suffisamment développé. Donc, moi je fais le pari du jeu en ligne. On commence à développer des projets autour de jeux en ligne, notamment avec une extension de notre jeu de voiture, avec un principe qui je crois est assez séduisant de courir des courses en temps réel avec des vraies courses, c'est-à-dire qu'on était dans l'idée de porter des GPS sur des courses automobiles de la FIA, de les recréer en temps réel, de faire des matchs de poule où on allait avoir en insertion le joueur virtuel dans un moment réel et qu'après il pourrait faire des courses les uns les autres. Il y a un projet de jeu en ligne qu'on développe avec NCSoft via notre structure de Austin. NCSoft, c'est un très grand éditeur de jeux en ligne coréen autour de la licence Highlander. Bref, tout un tas de jeux et on rentre en bourse dans l'idée de financer ce type de projet. La bourse à l'époque, c'est quelque chose de très attractif, il y a énormément de start-up, on commence à en parler, on ne sait pas trop ce que c'est. Au fond, c'est une entreprise de technologie avec une forte croissance, mais c'est vrai que dans le sud-ouest, il n'y en a pas beaucoup. Et bon, d'abord on a 10 ans de profit de croissance, on a plutôt un savoir-faire qu'on maîtrise, et on rentre en bourse avec une stratégie boursière qui est mal fagotée. J'ai une personne qu'on a vue que j'aurais dû citer plus tôt, mais qui s'appelle Pierre Delavelle, qu'on a vu dans des images du reportage de France 3. Pierre, c'était notre mentor. Il a resté très longtemps, et Philippe et moi, il nous a aidé à créer la structure. Il a été à nos côtés tout du long en amenant sa mesure. C'était un banquier à la retraite, un ancien capital risqueur. Et il nous a amené tout son savoir-faire de gestion, et il a disparu au moment où on est en train de ficeler le package d'entrée en bourse. Alors, je ne vais pas rentrer dans les trucs trop financiers, mais en substance, on était parti pour aller chercher, je vais faire des chiffres, parce que les chiffres étaient en francs, et je ne vais pas demander de chiffres, mais on était parti pour aller chercher 100, pour avoir les moyens de financer notre programme de développement de jeux en ligne. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et en fait, la banque nous a convaincus d'aller chercher 20, en gros, de nous faire connaître de la bourse, d'aller chercher les 80 qui resteraient à une meilleure valeur d'entreprise, parce qu'on aurait eu un petit moment en bourse et qu'on serait mieux connu. Donc on a commencé à dépenser 100, on est allé chercher 20. La bourse s'est beaucoup développée, objectivement. Alors je m'étais forcé d'attribuer beaucoup d'actions à tous les salariés pour que tout le monde puisse en profiter. Donc arrivé à un moment, la boîte, vu ce qu'on a parlé aujourd'hui, une licorne, elle valait plus d'1 milliard. Et on a lancé la deuxième notion de capital nécessaire, puisque on avait commencé à dépenser l'argent qu'on n'avait pas, donc on avait intérêt. Alors là, la stratégie marchait bien jusqu'à présent, on est en février-mars 2000.
Et on va se tourner vers les marchés, et la bourse explose, l'explosion de la bulle Internet en mars. Et la valeur de Callisto est divisée par 2, c'est juste l'horreur. J'avais été très médiatisé, alors jusqu'en 98-99, j'apparaissais quasiment jamais dans les reportages, c'était souvent l'équipe qu'on nous a vu sur France 3 Aquitaine. Là, je me laisse séduire par la bourse et la banque qui dit qu'il faut que tu incarnes ton entreprise, donc je me retrouve très médiatisé, trop médiatisé sans doute. Et quand ça commence à aller mal, ça retourne dans le sens inverse. Donc de héros, je passe à zéro, à tocard, voire à escroc. Et là, c'est très très dur. Alors en parallèle de Callisto, j'avais créé d'autres entreprises. J'ai parlé de cette maison d'édition de livres pour enfants. J'avais cofondé une des premières web agencies françaises avec 2 amis, Laurent Latière et Christophe Chatillon, qui s'appelait WCube, qu'on a plus tard revendu à Publicis, enfin qu'on a revendu, qui a été racheté in fine par Publicis, qui est toujours une agence web de Publicis. Avec un autre ami, j'avais développé une entreprise qui s'appelait winealley.com, de négoce de vin sur Internet. Donc j'ai gagné un petit peu de sous de ci, de là. Donc j'ai remis tous ces sous dans la boîte. Donc c'était vraiment très douloureux parce qu'en 2001, la boîte, ce ne sera pas trop largement diffusé votre vidéo, j'en parle entre amis. Mais j'ai perdu 9 membres de ma famille la même année, donc on a perdu Pierre Delavenne, que je considère comme un membre de la famille qui avait été très malade et qui est parti cette année de 2001. Puis j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu ma tante, j'ai perdu mes cousins de 5 et 10 ans et ma veuve de ma tante dans un accident d'avion, problème pulmonaire, l'autre c'est crise cardiaque pour ce qui est de mon père, mon grand-père qui avait parti, 3 de ses 4 enfants est parti à ce moment-là. Bref, j'étais dans une tempête médiatique assez violente. On avait tout le cash qu'on voulait, et du jour au lendemain ça s'est arrêté. Donc pendant pratiquement 6 mois, ça m'est arrivé certains mois de faire la paye de l'ensemble des salariés de Callisto avec mon chéquier perso, vous vous souvenez. Donc c'était parce que c'était un moyen parce que dès que je mettais des sous en concourant pour ceux qui connaissent un peu le monde d'entreprise, dans l'entreprise c'était la banque les piquait pour les agios, les machins trucs, ça, donc je préfère les payer directement. Donc c'était très très compliqué de vivre la tempête médiatique. On essayait de refinancer la boîte, c'était très compliqué avec la cotation en bourse. La tempête médiatique, j'en prenais par la gueule tout le temps. Et ça s'est arrêté finalement dans la douleur en 2002. Donc l'entreprise a fait faillite. Si vous voulez rajouter, j'ai oublié des choses, c'est pas une période facile, mais moi je l'avais vécu. Un petit quelque chose. Merci. Donc effectivement, nous on l'a vécu très très mal, car moi personnellement j'ai vécu 10 ans de créativité, 10 ans d'évolution technologique, on a vu énormément de choses, et c'est pour ça. Donc moi je suis professeur aujourd'hui, entre autres, où j'enseigne le montage, la post-production, les effets spéciaux, ce genre de choses, et je dis mais à mes étudiants, mais vous avez tout en main, vous savez, ne serait-ce que dans votre poche, vous avez un téléphone portable. Moi j'ai connu une époque, pour avoir une petite caméra filmée dans une piètre qualité, c'était très très compliqué, les matériels coûtaient très très cher, regardez ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est vrai que là, 10 ans, ça a été relativement dur pour moi, et surtout que, vous ne le savez peut-être pas, mais il y avait énormément de jeux en cours de développement. Des jeux relativement révolutionnaires pour l'époque, donc c'est vrai que Nicolas a parlé de la licence Highlander. Highlander, vous avez connu le film, et c'est vrai qu'il y avait un public énorme justement pour ça, et autour de cette licence, et on avait intéressé Panzer Davies, donc les producteurs de Highlander, justement, qui étaient venus à Bordeaux, et d'ailleurs il y a un épisode d'Highlander, la série, qui a été fait ensuite, qui valait ce qu'elle valait, mais qui a été tourné à Bordeaux entre autres. Et justement c'était super intéressant, car c'était l'un des premiers jeux massivement online. On avait un autre jeu basé aussi sur du massivement online, et surtout on a réussi à intéresser des sociétés comme Square, que vous devez certainement connaître. En fait, c'est vrai que c'était des Japonais qui travaillaient principalement avec le Japon à l'époque, et c'est vrai que pour nous, Gaijin, dont je parlais tout à l'heure, intéresser des sociétés comme ça, c'était relativement rare et extraordinaire. On a par exemple le designer de Final Fantasy qui s'appelle Tetsuya Nomura, qui est venu travailler un petit peu avec nous, car en fait ils étaient tombés amoureux de notre jeu Dark Earth, et ils voulaient faire un jeu dans cet univers-là, mais adapté façon Square. Donc c'est vrai que le personnage c'était dans un univers relativement apocalyptique, et c'est vrai que c'était des personnages japonais
qui était très fin, très efféminé, très androgyne justement. C'était le directeur artistique de Final Fantasy VII, pour ceux qui savent. Voilà, de Final Fantasy VII exactement, donc avec des personnages comme Cloud, Aerys et ce genre de personnages très célèbres mine de rien aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on n'était pas trop d'accord sur certaines choses, mais c'était en même temps une chance innée de pouvoir travailler avec ces gens-là. Donc malheureusement ça ne s'est pas fait, on est mort trop jeune, trop tôt, et c'est vrai qu'on a une espèce de petite rancœur par rapport à ça en se disant juste, et si la boîte avait perduré ne serait-ce que 6 mois, 1 an de plus, qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui? Voilà, car je pense qu'on aurait certainement pu continuer. Et en tous les cas, moi personnellement, j'en profite pour remercier Nicolas, qui est un ami, de pouvoir encore continuer à travailler un peu dans d'autres domaines aujourd'hui avec lui. Et c'est vrai qu'en tous les cas, j'y ai passé 10 ans où j'y ai connu des amis de cœur, donc aujourd'hui. Et j'ai eu la chance justement, grâce à Nicolas entre autres et à eux, d'avoir une vie formidable, entre autres pendant 10 ans. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Merci Nicolas. J'ai tiré un peu la couverture. La suite de l'histoire, parce que vous m'avez demandé de raconter jusqu'à Microsoft, donc je vais raconter, c'est moins intéressant, je vais raconter plus vite. Mais bref, fin douloureuse. Moi je suis sorti avec, pour être très précis, 65 millions d'euros de dette. C'est très dur. Alors, notamment beaucoup parce que la banque, qui savait qu'on avait commencé à dépenser de l'argent qu'on n'avait pas, m'a dit très prophétique en printemps 2001, en voyant que dans le marché se trouve là, tiens, prends ce crédit bancaire pour financer ta boîte, prends la petite perso, tu le mets dans la boîte, et ça ira mieux à la fin de l'année, les marchés seront revenus. Bon, ils ne sont jamais revenus, il a fallu 10 ans pour qu'ils reviennent au niveau où ils étaient de l'époque. Et donc, quand ça a arrêté, ils m'ont demandé de rembourser. Donc j'ai eu tout ce qui va avec, donc j'avais dans les papiers, j'étais un peu traîné dans la boue, j'essaie de te connecter tout à l'heure, mais j'ai écrit un livre. Après, enfin j'ai eu 3 ans très durs, avec beaucoup de médiatisation négative, c'était très dur. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur tous les gens avec qui j'avais travaillé, et puis ceux qui connaissaient la boîte de l'intérieur pour aider à traverser ça. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que la médiatisation, c'est quelque chose d'assez terrible, parce qu'il y a une sorte de personnage qui se crée, qui est plus vous, qui est le personnage médiatique, et il a vécu sa vie avec des tonnes d'horreur, des trucs qui étaient... Bon, la justice, la justice a fait son travail, elle m'a blanchi au bout de 3 ans, même si la tempête médiatique m'a vraiment accablé pendant 6 mois. Après, il y avait une colère, parce que c'est une entreprise qui était cotée, donc il y avait des actionnaires qui avaient acheté des actions, qui ont perdu de l'argent, il y en a qui en ont gagné aussi. C'était aussi un marché financier, c'était quelque chose de nouveau, la bourse, la start-up, donc il y a des gens qui ont perdu des sous et qui ont catalysé beaucoup de leur colère sur cette entreprise, sur moi. Donc j'ai eu des lettres de menaces, j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu une protection à un moment, je crois que je n'ai jamais dit. Voilà, on a foutu le feu à mon appartement, c'était à ça, je venais juste d'avoir un enfant, c'était un peu des moments très durs. Donc quand j'étais blanchi, j'ai voulu écrire un livre qui s'appelle Citizen Game. Voilà, je vous raconte après la suite plus heureuse. Mais quand j'ai été blanchi aussi, la banque a eu peur, donc elle a effacé une partie du crédit. Et je suis retombé à des dettes beaucoup plus raisonnables de quelques millions d'euros. Et je garde toujours, tous les mois, je continue à rembourser. Ça me permet de ne pas oublier cette période. Et c'est important. Tu avais une question? Oui, on ne refait pas l'histoire, mais est-ce que tu as le sentiment que ça se serait passé différemment, justement, cette partie de l'histoire que tu viens de raconter, si ça s'était déroulé de l'autre côté de l'Atlantique? C'est une bonne question, peut-être pas. J'avoue que, ne serait-ce que légalement, en fait, la réalité c'est que l'entreprise avait différentes unités et équipes. La plupart de ces équipes ont continué, et elles ont continué leur vie professionnelle. Donc il y a différents studios de jeux qui sont nés. Non mais je te raconte ça pour répondre à ta question. C'est-à-dire qu'il y a un studio qui s'appelle Azobo, il y a un truc qui s'appelle Bitumoro, il y a d'autres gens qui ont créé des activités. Certaines, comme Bitumoro, ont repris les mêmes contrats, les mêmes relations, et ont continué vraiment littéralement en changeant, en déménageant. Azobo, certaines de technologies dans lesquelles on a mis des millions d'euros, ils les ont rachetés pour quelques milliers d'euros. Et ça leur a permis de réussir. D'abord parce que c'est des gens extrêmement talentueux, donc c'est d'abord à eux-mêmes qu'ils le doivent, mais en fait ils ont été entre guillemets incubés et ils ont continué. J'aurais été aux États-Unis, j'aurais pu être associé à ces entreprises, j'aurais pu accompagner ces sociétés. En France, sauf en Alsace, c'est pénalement impossible. Enfin, c'est pénalement condamnable. C'est-à-dire que si on est associé à un actif d'une entreprise qui a fait faillite, on va en tôle. Sauf en Alsace, parce qu'ils ont gardé certaines lois allemandes depuis le Concordat. Et en Angleterre, aux États-Unis, tu fais faillite, tu déposes, tu peux remonter. Il y a tout un tas de mécaniques aussi qui ont été développées en France depuis pour aider les entreprises à se refinancer, parce que là, on était coté, donc on est dans un entre-genre d'entreprises plutôt petites grosses boîtes cotées en bourse, donc plein de choses. Il y a des gens qui étaient prêts à nous financer
dans les moments difficiles, parce qu'ils voyaient qu'on avait quand même, comme disait Olivier, des très beaux jeux, des bonnes relations avec des gros éditeurs, des projets assez qualitatifs. Et je dirais que quelque part, même après avoir une croissance, on avait sur le coup dû rétrécir la société. Je pense qu'en 2001-2002, on avait une entreprise qui finalement tournait plutôt bien, parce qu'on avait justement fait face. Mais il y avait impossibilité de refinancer parce que la loi française ne permettait pas à des entreprises type start-up de s'adapter, d'ajuster. Donc c'était très très compliqué. Peut-être qu'effectivement le destin aurait été différent. Après, très sincèrement, je me suis refait 1000 fois le film dans la tête, 1000 fois, 1 milliard de fois, et je pense qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant. C'est vrai que j'ai rencontré des tas de gens qui ont perdu leur entreprise et des gens qui étaient impliqués, je pense comme moi, aux côtés des équipes et aux côtés de ce qu'on faisait. Et je vois qu'il y en a qui ne se sont jamais relevés, donc ils ont passé 20 ans, 30 ans de leur vie après à ressasser la vie professionnelle qu'ils avaient eue. Même si ça a été très très douloureux, surtout parce que ça a été aussi ponctué par des décès. Il y a des gens qui m'ont dit que j'avais tué mon père parce qu'il avait une crise cardiaque à cause de moi, parce que j'avais planté la boîte, etc. Et bon, c'est très dur, donc on s'en sort pas indemne. Donc je dois dire merci, moi, à Olivier, à Philippe, tu étais aussi là dans ces moments, à toi, Steph, à Olivier, à Cyril, à tous ceux de l'équipe, parce qu'à 99%, ils ont été présents et ils m'ont aidé à traverser cette période-là. À Yves Guillemot aussi, qui a été notre premier client, qui m'a proposé de l'aider dès quelques mois après la fin de Callisto pour intégrer Blue Byte, qui est un studio de jeu allemand, dans l'équipe. Ça s'est plutôt très bien passé, donc il m'a donné d'autres missions. Au bout d'1 an, j'étais patron des studios d'Ubisoft, et je suis resté 3 ans et demi à Ubisoft, où ça m'a permis de me recentrer sur ce que j'aimais faire, c'est-à-dire créer des jeux, produire des jeux. Et j'ai fait, on a lancé un magnifique jeu, on a fait Rayman 3, on a fait Ghost Recon, un beau Ghost Recon, on a fait un jeu 13 basé sur la licence de la bande dessinée, on a incubé ce qui est devenu les Lapins Crétins, plein de projets magnifiques. Et quand effectivement j'ai été blanchi, j'ai pris 6 mois, presque 1 an, pour écrire un livre, donc Citizen Game, qui j'espère a l'essentiel de l'histoire dans les détails et raconte d'ailleurs l'histoire de tous mes camarades qui sont présents aujourd'hui. Et qui raconte surtout beaucoup les débuts et comment l'Apple II et tout ce qu'on y a connu a forgé ce destin. Après Ubisoft, j'ai rejoint le groupe Lagardère, où j'ai créé le département jeux mobiles, où j'ai eu la chance de continuer à travailler avec Olivier, avec Cyril, avec Olivier et quelques autres de l'équipe. On a lancé, c'était avant l'iPhone, donc le début des jeux mobiles. On s'est beaucoup amusé sur les jeux Java et les jeux gros, c'était Sony, Ericsson, Nokia, on va en parler des heures aussi, c'était un moment très 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 fort. Au bout de 3 ans, l'équipe, ça marchait plutôt bien aux États-Unis, nous ont proposé de déménager aux États-Unis, il y avait des limites au marché du jeu mobile en Europe, très dépendant des opérateurs. L'iPhone est sorti, là-dessus on s'est dit qu'il y avait d'autres opportunités, et toujours avec Olivier et Cyril, on a créé une agence qui s'appelle Mimesis, on a fait pas mal de projets de jeux en ligne, de jeux sociaux, de jeux en réseau, c'était aussi l'essor de Facebook. Je ne vais pas raconter toutes ces histoires-là, mais on a fait des choses très variées, du début d'un site de musique streamée qui s'appelait Warmy, qui a fusionné avec un autre qui est devenu Deezer, enfin qui a rejoint Deezer à travers Orange, donc on a un petit bout de Deezer en nous, ou l'inverse, je crois. On a développé un jeu pour les passionnés d'équitation, les jeunes femmes passionnées d'équitation, qui s'appelle Mission Équitation, qui a plutôt bien marché. Et on a développé un univers virtuel qui s'appelait Mamba Nation, aussi une belle aventure. Donc on n'est pas allé au bout, c'était sans doute un peu tôt aussi, mais c'était 5 ans d'une très très belle aventure. Après j'ai travaillé beaucoup pour Bandai Namco, les Japonais sont très fidèles, je les ai accompagnés dans leur monde mobile, et Google, j'ai accompagné Google Play à un moment où Google développait son store et n'était qu'un store très distant des autres stores, notamment celui d'Apple. Et j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour les aider à faire en sorte que Google devienne plus efficace sur sa plateforme Android. Sachant que c'est en 2012-2013, donc j'ai fait un très grand fast-forward. En 2013-2014, j'ai envie de faire quelque chose de très entrepreneurial et j'ai créé une start-up spatiale. Parce que je voyais Elon Musk, Jeff Bezos et tout un tas de gens développer des véhicules spatiaux. Je ne vais pas vous raconter cette histoire, elle est loin de l'Apple II, mais peut-être qu'elle est aussi liée, comme Elon Musk l'a dit, le fait qu'on se dise qu'on peut faire des choses impossibles, imaginer des choses. Donc on a créé avec un ami avec qui j'avais créé d'autres entreprises, notamment Winealley.com, une société qui ambitionne d'être le premier armateur spatial et d'opérer les véhicules spatiaux d'Elon Musk, de Jeff Bezos et d'autres pour utiliser certaines spécificités de l'environnement spatial pour des usages utiles sur Terre. On peut fabriquer des choses dans l'espace qu'on ne peut pas fabriquer sur Terre et qui ont une grande valeur sur Terre. Donc dans les matériaux, dans la biologie,
Et on lance notre première mission qu'on annoncera en octobre. On a 3 lancements confirmés. On en a un en octobre, un en décembre, un en janvier. Il y en a un avec Blue Origin, il y en a un avec SpaceX. On a un partenariat avec le CNES de 5 ans, avec l'Agence spatiale européenne et la NASA. C'est un truc assez dingue. C'est un programme, voilà, c'est une histoire complètement dingue. Donc, je ne vais pas en parler plus que ça, mais c'est quelque chose d'assez enthousiasmant. À côté de ça, ça reste un truc très dingue. Donc j'ai continué ma vie dans le numérique et dans les startups finalement. J'ai investi dans pas mal de boîtes en Allemagne, à Berlin, en Corée. Et j'avais cofondé une société qui faisait de l'analyse de données pour applications mobiles qui a été rachetée par Microsoft. C'était en 2014, en parallèle de la création de cette boîte spatiale. Et donc le créateur Laurent Latière, qui était aussi le créateur de cette agence web WQ, me dit non, Microsoft nous fait une offre. Je regarde, j'avais mon Mac, j'avais mes applis Google, j'avais mes VM AWS, enfin, j'étais très très loin de Microsoft, même si on avait été très très proche. Et Microsoft, ça n'existe plus, c'est fini, c'est mort. Ah non, il y a un nouveau PDG, c'était en 2014, il me dit non, c'est juste incroyable, il faut que tu rencontres l'équipe. Donc parallèlement à l'acquisition de cette société, dont j'étais cofondateur et un tout petit actionnaire, j'ai découvert Microsoft et de fil en aiguille, Microsoft m'a proposé de devenir un des directeurs généraux de la filiale française en charge de la relation avec toutes les équipes de développeurs, tous les développeurs français qui travaillent avec Microsoft, Visual Studio, .NET, C#, tout le reste, en passant par les éditeurs d'applications, les startups. Donc on avait un incubateur, on a toujours, on occupait à l'époque un centre de recherche sur Plateau de Saclay en intelligence artificielle. Donc j'ai récupéré une équipe de 150 personnes. Une très grosse part de l'activité de Microsoft France, et j'ai fait ça à la condition qu'ils me laissent continuer de vivre mon aventure spatiale, ce qu'ils m'ont très généreusement accepté après des discussions un peu compliquées parfois, mais fructueuses, puisque j'ai pu le faire. Et j'ai fait pendant 2 ans, donc j'étais un des 5 directeurs généraux de la société en France. Ça s'est très bien passé. Et pour raconter comment je finis où j'en suis aujourd'hui, c'est que tous les 6 mois, quand on est un des directeurs généraux, et surtout dans le poste que j'avais, on rencontrait le PDG. Donc j'avais 1 heure avec le PDG de Microsoft, Satya Nadella, tous les 6 mois. Et la première chose qu'il me demande, c'est « mais qu'est-ce que tu as fait avant ?» J'étais éditeur d'applications, beaucoup de jeux vidéo, mais tout type d'applications. Je travaille pour Google. Elle me dit « ah, regarde ce qu'on fait avec Windows 10, c'est génial. » Je dis « non, c'est absolument de la merde. » Elle me dit « ah bon ?» Et c'est un gars absolument incroyablement à l'écoute, fabuleux. Il m'a demandé d'écrire une petite note. Donc j'écris une note, pas petite, mais charpentée. Et au fur et à mesure que ça marchait bien en France, alors l'année 1, j'ai eu la coupe filiale de l'année des plus grands pays industriels, c'est comme employé du mois, etc. Donc on garde une coupe comme ça. La deuxième année, on expose encore tous nos objectifs, nos chiffres, notre activité. On a une coupe encore plus grosse, c'est la meilleure filiale de l'ensemble des filiales. Et mon mémo a fait son chemin, et un jour j'ai un coup de fil et on me propose, donc c'était en 2017, on me dit de rejoindre le siège de Microsoft et de diriger les équipes en charge de tous les partenariats avec les éditeurs d'applications. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais, je vis à Seattle et je dirige les relations de Microsoft avec Apple, avec Amazon, avec Netflix, Spotify, Twitter, Adobe, Autodesk, SAP, Salesforce, etc. Donc mes équipes sont les équipes qui vont modifier Office, modifier Windows pour accommoder les roadmaps des éditeurs d'applications. Je fais tous les partenariats, co-marketing, co-selling, et on fait des choses assez rigolotes avec l'avenir de Windows 10. Et on est logé au sein de l'ingénierie Office et Windows, et on développe plein de choses assez passionnantes. Dans une boîte qui a connu une transformation hallucinante, une boîte plutôt arrogante et plutôt monolithique, avec un PDG absolument exceptionnel qui aujourd'hui donne cette culture de challenger, d'excellence. Alors, il y a toujours des guerres de religion, et je ne vais pas vous convaincre que Microsoft c'est formidable, hein, je ne voudrais pas, mais c'est quand même une boîte magnifique, malgré tout, qui se réinvente, avec des valeurs, on a toujours la suspicion quand c'est un groupe américain, mais qui est quand même, je pense, très soucieuse de la vie privée, qui se sent plus une boîte d'ingénieurs, avec l'idée qu'on vit, nous, de notre capacité à faire des logiciels et du processing, pas à capter de la donnée et la monétiser, ça change quand même beaucoup de choses. Qui est très ancré en France, on ne le sait pas, mais le directeur commercial Monde, Jean-Philippe Courtois, est un Français à Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patron de la filiale américaine vient rendre des comptes à Paris. Il n'y a pas beaucoup de boîtes américaines qui ont ça, donc il y a plus de 300 ingénieurs qui font Windows à Paris. Tout le stack média, c'est fait à Paris. Il y a ce centre de recherche qui existe depuis 14 ans avec l'INRIA sur le plateau de Saclay. Donc, voilà, il y a un ancrage très français aussi, il y a beaucoup de CVP, responsables français là-bas, c'est vrai dans beaucoup de boîtes, mais c'est particulièrement chez Microsoft, donc j'y suis très bien. Et puis continuer à me laisser développer mon programme spatial la nuit et le week-end, ce que je fais avec beaucoup de plaisir.
Voilà pour l'histoire qui vient après Callisto, mais c'est quand même Callisto qui était l'histoire la plus sympa. Et merci, chers camarades, de m'avoir aidé à la raconter. Y a-t-il des questions? Faut que je rebranche le micro. Ouais. Combien d'heures de sommeil la nuit? Combien d'heures de sommeil? Pas beaucoup. En fait, je me lève à 5h30, 6h. Je commence à être opérationnel à 6h30 et enfin 6h plutôt d'ailleurs. Je suis au téléphone avec mes équipes françaises. J'ai une quinzaine de personnes dans ma startup spatiale donc, qui sont essentiellement à Bordeaux. Et donc, on travaille avec l'Université de Bordeaux, l'Université de Nuremberg, à Erlangen. Donc, je suis avec eux au téléphone jusqu'à 8h, 8h donc à 8h, quand je fais un petit déjeuner en famille. J'amène mon fils aîné au lycée. Après, je suis à Microsoft de 9h à 19h. Je dîne en famille. Et après, je suis 21h à 1h, minuit, 1h sur mon projet spatial. Et les week-ends, je suis 100% de projet spatial. Après, je suis fatigué. D'autres questions? Stéphane, une question? Non. Autrement dit, on a une chance phénoménale de t'avoir ici, quoi. Oh, je vous dirais pas ça, non, moi c'est moi, enfin franchement, moi j'adore la flamme qui nous unit tous, on a tous été dans cet univers Apple II, et franchement, j'ai la chance de côtoyer des gens extraordinaires. Je parlais d'Elon Musk, c'est quelqu'un qui est très ancré dans le jeu vidéo, dans l'informatique qu'on a connue. Peut-être pas aussi Apple maniaque que nous le sommes, mais néanmoins il a ses racines là aussi, et je pense que ça nous a donné tous quelque chose de très fort, donc je pense que c'est formidable pour nous tous, et moi aussi, de se retrouver pour partager. Voilà. Merci de m'avoir écouté surtout, et merci à la caméra. Merci Nicolas.